Carlos Alcaraz va retrouver Cameron Norrie en quart de finale de Wimbledon. Oui, Cameron Norrie est de retour à un très bon niveau. Il a eu chaud face à Jarry, mais il s'en est sorti. Et oui, Alcaraz continue à perdre des sets, mais Carlos Alcaraz continue à être archi favori dans sa partie de tableau. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour débriefer cette journée qui avait quand même mal commencé, où il y avait quand même beaucoup de matchs à sens unique, le Ratchanov, le match aussi de Sigmund qui a gagné en 2-7. On a eu voilà, pas mal de matchs qui ont été à sens unique. Et puis jusqu'au moment où Cameron Norrie s'offre une balle de match face à Jarry, il n'y avait que des matchs à sens unique. On s'est dit, Norrie va gagner 3-7-0. On reviendra sur ce match juste après. Et on a eu aussi ce match avec Carlos Alcaraz qui perd le premier set face à Andrei Rublev, qui a eu du mal à se mettre en route et qui continue mine de rien à perdre un set. C'est déjà son 4e set perdu dans le tournoi en 4 tours, donc ça fait quand même une moyenne d'un set par match. Mais donc voilà, il lâche des sets, Carlos Alcaraz, contrairement à Yannick Sinner par exemple, qui n'a pas perdu un seul set, donc ça continue un petit peu à faire des matchs un peu plus à rallonge pour Alcaraz, un petit 2h44 de jeu. Honnêtement, c'est tout à fait raisonnable. Mais c'est quand même voilà, des sets qui pèsent un petit peu dans le match. En plus, dans le tie-break, il était devant. Il menait 5-3 dans le tie-break. Il a fait une défense exceptionnelle à 4-3 pour prendre le mini-break et réussir à prendre une avance qui devait normalement lui permettre de prendre le set, ce qui n'a pas été le cas, où Rublev lui a fait un passing à 5 partout de revers qui était somptueux, un passing all-time de la part d'Andrei Rublev qui a vraiment joué crânement sa chance dans le premier set, qui a fait un très mauvais jeu parce qu'il avait breaké en plus Alcaraz en début de match. Il fait un très mauvais jeu à 4-2 où il fait des volets. Je préfère rien dire parce que les volets elles sont dramatiques pour Rublev qui, voilà, on sent que c'est pas son style de jeu. Lui, ce qu'il veut, c'est envoyer des bûches au fond de court. Et en plus, les conditions étaient réunies pour que Rublev fasse un très bon match parce qu'on était en indoor, parce que voilà, on était sur ce gazon intérieur puisqu'il avait la pluie évidemment, il faisait un temps catastrophique, donc forcément, ça a avantagé, je pense, Andrei Rublev qui, voilà, a pu mettre ses bûches sans avoir des problèmes de vent avec sa balle qui part n'importe où. Donc ça l'a quand même bien avantagé Andrei Rublev, qui sur ce premier set a vraiment été très bon. Et même je trouve globalement, Rublev a fait un bon match, mais il y a eu quelques petits jeux où il a été un tout petit peu moins bon. Et ces petits jeux où il a été un tout petit peu moins bon dans le deuxième set, dans le troisième set et dans le quatrième set, c'est ces jeux-là où Alcaraz a breaké Rublev. Et Rublev, à partir de son premier break au tout début de match, quand il break Alcaraz en tout début de match, d'ailleurs il l'a pu breaker une seule fois. Donc Alcaraz a quand même bien tenu son service. Globalement, il a eu très peu de balles de break à sauver, je crois, derrière, voire aucune. Je me demande s'il n'y a pas eu des balles de break pour Rublev, je ne crois pas. Il y a eu ce moment-là qui a été très important, c'est quand Alcaraz prend ce deuxième set, et surtout Rublev joue vraiment très bien, et il fait un très mauvais jeu dans le jeu à 4-3 pour permettre à Alcaraz de breaker. Il offre clairement le jeu à Alcaraz, je crois qu'il y a une faute en revers, il y a une double faute, il y a peut-être une volée manquée aussi, enfin, il fait un jeu, il y a peut-être 3 ou 4 fautes directes sur ce jeu-là, donc c'est vraiment à ce niveau-là, à ce niveau d'exigence de tennis où ça se joue sur des détails, surtout face à Alcaraz, et ces détails-là, malheureusement, ça a coûté cher pour Andrei Rublev qui, voilà, perd ce set à ce moment-là, et puis comme on l'a vu après, perd le match en ayant à chaque fois un petit peu un mauvais jeu. Alors, le jeu où Alcaraz le break dans le troisième, il lui fait un passing venu d'ailleurs aussi, mais franchement, voilà, c'est complètement dingue ce passing venu de l'espace de Carlos Alcaraz. Et puis dans le quatrième, pareil, c'est un mauvais jeu, un très mauvais début de jeu de Rublev où il est mené 0-40, il revient parce qu'Alcaraz fait des fautes directes, mais d'ailleurs Alcaraz remet un petit peu, voilà, la balle dans le court, et ça permet de faire le break sur Rublev. Donc voilà, très costaud Alcaraz sur ces moments importants. Rublev évidemment un petit peu moins, à part dans le tie-break du premier où il a été vraiment exceptionnel, notamment ce passing à 5 partout qui est complètement divin. Mais voilà, on a encore un Alcaraz qui, je trouve, perd des sets, qui par moment est un peu en... Comment dire, on sent un peu qu'il est en rodage, il n'est pas encore dans le mode Grand Chelem activé, en mode allez, fin de Grand Chelem, alors que ça arrive vite, il reste plus que 3 matchs pour gagner Wimbledon, donc il va falloir qu'il monte clairement de niveau. Après, il sait peut-être aussi que par rapport à sa partie de tableau, pour le moment, il a une marge, même si bon, on sait qu'au tennis, tout peut aller très vite, mais globalement, il a quand même une marge. Quand on voit ce qui reste en haut, c'est Ratchanov
et Tyler Fritz. Alors Tyler Fritz, pour une fois, il va pouvoir souffler parce qu'il a quasiment pas joué avec Thompson qui était blessé depuis voilà, début du tournoi. Et puis là, ça a été encore pire, évidemment. Il n'a pas pu tenir face à Fritz. Il n'a pas pu tenir la cadence. Donc Fritz est en quart de finale face à Karen Khachanov. Et évidemment, Carlos Alcaraz, s'il va en demi-finale, il sera archi favori. Comme là, il est archi favori face à Cameron Norrie. Donc évidemment, Alcaraz est archi favori de cette partie de tableau. Il sait que globalement, même s'il joue à 90% de son niveau, il y a très peu de joueurs qui peuvent le battre. Et que les joueurs potentiellement qui peuvent battre Alcaraz, ils sont surtout dans la partie de tableau d'en face. Donc ça, c'est un avantage pour Alcaraz qui a vraiment cet avantage-là que Novak Djokovic soit dans la partie de tableau de Sinner et pas dans la sienne. Ce qui fait qu'il peut, voilà, peut-être se permettre d'être en rodage, mais quand même, c'est à signaler quand même le fait qu'il perd des sets. Faut mettre ça en liaison avec, en comparaison avec Yannick Sinner qui lui ne perd pas de 7 parce qu'on sait que les deux là se tirent la bourre. On l'a vu évidemment Roland Garros, ça s'est joué à rien du tout, que vraiment le niveau était similaire des deux côtés, que n'importe qui aurait pu gagner Roland Garros. Donc c'est pour montrer à quel point ces deux joueurs sont vraiment aujourd'hui les porte-drapeaux de cette nouvelle génération, de ce nouveau tennis, que Djokovic reste un petit peu le dernier résistant du Big Three, voilà, reste ce dernier résistant et même de cette génération 80, 90 même, parce que la génération 90 ils sont un petit peu aux fraises en ce moment, donc il est un peu voilà, de cette old gen, le dernier des survivants, et il essaye de survivre à ces envahisseurs, à Alcaraz et Sinner qui sont en train de prendre tous les grands chelems depuis quelques grands chelems, hein, depuis l'Open d'Australie 2024 remporté par Sinner, tous les grands chelems ont été remportés par Sinner ou Alcaraz, donc évidemment que la comparaison elle se fait entre Sinner et Alcaraz et c'est complètement logique, et quand Sinner ne perd pas de 7, il faut le dire et il ne faut pas banaliser ça, et quand Alcaraz perd des 7, il faut aussi le signaler, même s'il gagne ses matchs, il faut aussi signaler qu'Alcaraz perd ses 7. Au prochain tour, ce sera face à Cameron Norrie, qui s'en est sorti avec une célébration complètement dingue à la fin du match, avec une petite embrouille à la fin en plus avec Jacques, on a senti la tension, mais un match très tendu forcément entre deux joueurs qui ont été très très bien classés. Norrie qui a été top 10, Jarry qui a été top 16, enfin qui a été top 16, qui a été 16e mondial quoi, mais voilà, Jarry qui a fait une finale en Master 1000, Norrie qui a remporté un Master 1000, qui a fait des matchs au Masters, donc ces deux joueurs voilà, qui ont eu un passé très glorieux et qui ont un petit peu chuté au classement. Norrie maintenant est au-delà de la 60e place mondiale, Jarry est au-delà de la 130e place mondiale, et ces deux joueurs qui renaissent un peu dernièrement, notamment Norrie qui est bon quand même depuis quelques semaines, hein, mine de rien, à Genève il a quand même bien gêné Djokovic en demi-finale, il fait un très bon Roland Garros où il va jusqu'en 8e de finale contre Novak Djokovic, et là il continue à avoir un bon niveau sur Wimbledon, et il va en quart de finale, et Jarry pareil, il fait un match contre Rune où il a un set de la sortie, de rentrer chez lui et de ne jamais être là dans cette position-là en deuxième semaine. Et Jarry a réussi à remonter ce retard de 2-7 face à Holger Rune. Derrière, il a martyrisé Lerner Tien. Il a un peu déçu les Brésiliens en battant Joao Fonseca. Et face à Cameron Norrie, il aurait pu il a fait trembler en tout cas tout un royaume, voilà. Avec ses aces, plus de 45 aces pour Jarry, je crois qu'il en a fait 46. Un Jarry voilà, qui est mené 2-7-0, qui sauve une balle de match dans le troisième set, on aurait pu faire 3-7 pour Cameron Norrie. Et puis on a eu ce Jarry voilà, en puissance qui rentrait dans Cameron Norrie qui essayait de faire le mur, qui essayait de tout ramener. Et on a senti que dans les moments de fin de match, c'était un peu tendu pour Cameron Norrie. Il se tend en fin de troisième set, il se tend en fin de quatrième set. Et on se dit, est-ce que Jarry peut refaire la même que face à Cameron Norrie, la même face à Holger Rune, renverser un peu ce match, parce qu'on sentait que le momentum du match était en faveur de Jarry, et on a senti que le carburant, là, il était sur la réserve, il était complètement épuisé dans le cinquième set, et Cameron Norrie lui met 6-3, mais il peut clairement lui mettre 6-1, parce qu'il y a des balles de break à 4-1, il a plein de balles de break Cameron Norrie qui ne saisit pas. Alors Jarry a aussi des balles de débreak à 2-0 pour revenir à 2-1, et il en a 3 ou 4, et peut-être que ça peut changer le cours de ce cinquième set. J'ai quand même senti Norrie sur ce cinquième set bien au-dessus physiquement que Nicolas Jarry. Jarry qui a passé moins de 50% de première balle aussi, donc rien que ça montrait à quel point que sa première c'est tellement important, qu'il ait une bonne première Jarry pour pouvoir faire mal derrière sur son plus 1 à Cameron Norrie. Et là, Jarry il était clairement sur la réserve à la fin du match. Et voilà, il peut regretter ces deux premiers sets qu'il perd, parce que le troisième et quatrième, il va les chercher et il a plus de jus dans le cinquième set. Là où Cameron Norrie, mentalement quand même, il s'est bien remis, parce que quand t'es chez toi, tu mènes 2-7-0, t'as balle de match, t'as l'adversaire en face qui t'envoie des prunes, qui t'envoie des aces, tu te prends des parpaings dans la tronche pendant plus de 4 heures.
et tu souffres, il revient 2-7 partout et tu gagnes le match. Ouais, franchement, c'est quand même costaud de la part de Cameron Norrie qui fait son deuxième quart en Grand Chelem. La seule fois qu'il a fait quart de finale, c'était à Wimbledon en 2022 et derrière, il avait été jusqu'en demi-finale. Et là, il va jouer à Alcaraz. Il y a 4-2 dans les face-à-face pour Alcaraz, mais Cameron Norrie a remporté 2 des 3 derniers face-à-face, notamment la finale. Le dernier affrontement, c'est la finale à Rio en 2023 où Norrie avait un peu carotté, voire beaucoup carotté une balle dans un moment très important à 5-5 40 dans le troisième set. Donc Alcaraz aura à cœur de se venger. Je crois que c'est la première confrontation sur gazon, si je dis pas de conneries, ça sera à vérifier. Mais Alcaraz qui est clairement favori sur ce match-là face à un Cameron Norrie qui en plus, on dit Alcaraz perd des sets, mais Cameron Norrie aussi, hein, il a puisé de l'énergie sur ce match-là parce que 4h27 et puis mentalement ça a été compliqué de se remettre, comme j'ai dit, de ces 2 sets perdus. Et donc ouais, Alcaraz qui est largement favori, mais il faut se méfier quand même de ce Cameron Norrie qui avec son jeu de gaucher peut peut-être être dérangeant, même si bon, normalement Alcaraz doit passer, mais Cameron Norrie est capable de nous surprendre parfois. Et puis de l'autre côté, on aura Khachanov, Taylor Fritz. Je vois quand même Taylor Fritz aller globalement en demi-finale. J'ai l'impression que le plus dur pour lui est passé. Hein. Ces 2 premiers tours face à Mpetshi Perricard, face à Gabriel Diallo, il va en 5-7 sur les 2 matchs. Ou face à Mpetshi Perricard, il a 2-7 de la défaite, qu'il est mené même 2-7-0, qui remonte. Et je pense que voilà, Fritz va aller en demi-finale face à Alcaraz et que la marche sera trop haute sans doute à ce moment-là pour Taylor Fritz. On y reviendra évidemment si ce match-là a lieu. Peut-être qu'on aura un Cameron Norrie, Karen Khachanov pour aller pour la première fois de leur carrière en finale de Grand Chelem. Ce serait complètement dingue. Dans un Wimbledon des surprises où on se dit que le meilleur britannique c'est Jack Draper, imaginez Cameron Norrie sortir Carlos Alcaraz et aller derrière en finale de Wimbledon. J'arrive pas à l'imaginer, hein, mais ce serait complètement fou. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match entre Jarry et Cameron Norrie qui a été clairement le match de la journée, de ce match d'Alcaraz, de ce match d'Andrei Rublev qui pour moi a pas fait un mauvais match, justement. Il a été, je trouve, très concentré, même tout le match, s'est rarement énervé, voire jamais énervé sur tout le match. Et j'ai bien aimé l'attitude de Rublev, j'ai bien aimé son match, juste quelques jeux qu'il perd et ça lui coûte à chaque fois les 3-7, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si la vidéo vous a plu, on est toujours de plus en plus nombreux, je vous remercie. On se retrouve demain pour parler des autres 8e de finale, de Yannick Sinner, de Novak Djokovic. On se retrouve très vite, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.